Avez-vous déjà entendu parler d'un masque qui ne cache pas votre visage, mais le dévore? Dans le royaume ancien d'Abomey, là où les rois parlaient encore aux esprits et où chaque pierre portait le souvenir du sang versé, il existait un marché que l'on disait vivant. À l'aube, il murmurait comme une foule d'ancêtres invisibles. Les calebasses, les tissus, les tambours, tout semblait respirer. Et parmi les artisans de ce marché, il y en avait un qu'on appelait Kojo le sculpteur des âmes. Kojo n'était ni jeune ni vieux. Son dos était courbé par le travail, mais ses yeux brillaient encore de la curiosité des enfants. Ses mains, épaisses et noueuses, ne tremblaient jamais, même lorsqu'il maniait le couteau le plus fin. On disait que son bois chantait sous la lame, et que ses masques avaient des regards trop réels pour n'être que du bois. Ses créations n'étaient pas seulement des objets d'art, elles étaient des visages empruntés au monde des esprits. Chaque masque portait une part d'histoire, un souffle, une émotion. Les prêtres lui confiaient à leur commande, les guerriers lui demandèrent la bénédiction du courage, et même les rois lui demandaient d'imiter les visages de leurs ancêtres pour leurs rituels nocturnes. Kojo sculptait sans parler. Il écoutait le bois, le caressait, le hachait, puis le polissait avec la tendresse d'un père. Son atelier, minuscule et rempli d'odeurs d'huile, de poussière et de fumée, était éclairé par une seule lampe à huile suspendue au plafond. Le soir, la lumière se reflétait sur les dizaines de masques accrochés au mur, donnant l'impression qu'il travaillait entouré d'une foule silencieuse. Mais il y avait un masque qu'il n'avait jamais sculpté, celui sans visage. Dans le royaume, on racontait que le premier roi avait jadis tenté de fabriquer un masque, capable de refléter la vérité absolue de celui qui le portait. Mais l'objet, trop puissant, avait disparu avant la fin du rituel. Depuis, on disait que celui qui sculpterait à nouveau un tel masque ouvrirait un passage entre le monde des hommes et celui de ce qu'ils cachent. Une histoire, rien de plus. Du moins, c'est ce que Kojo croyait. Jusqu'à cette nuit-là, le marché s'était vidé depuis longtemps. Le vent jouait dans les tissus suspendus comme s'il y soufflait un secret. Kojo allait fermer son atelier lorsqu'une silhouette s'arrêta à l'entrée. C'était un homme drapé dans un manteau sombre. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur la terre battue. On ne voyait ni son visage, ni ses mains, seulement 2 yeux brillants. Calme, presque trop calme. « Je cherche un sculpteur », dit-il d'une voix lisse, presque sans timbre. Kojo leva la tête. « Vous l'avez trouvé ? J'ai besoin d'un masque », dit l'inconnu. « Un masque unique. »« Pour quel rituel ?» L'homme resta silencieux un instant, puis répondit. « Pour révéler le vrai visage de ceux qui le portent. » Kojo fronça les sourcils. « Vous voulez dire un masque de vérité ? » ?»« Oui. Je veux que celui qui le met voie son âme. » Il posa sur la table un petit sac de cuir. Kojo l'ouvrit. À l'intérieur, de la poudre d'or, des perles et un coquillage rare, le genre qu'on ne trouve que dans les profondeurs du golfe de Guinée. « Je paie d'avance, » dit l'homme, « et je viendrai le chercher à la prochaine lune. » Puis il tourna les talons et disparut. Kojo resta seul dans la pénombre, le cœur battant. Ce genre de commande n'existait plus. Les masques de vérité étaient des légendes, des choses qu'on n'osait plus évoquer. Pourtant, il sentit ses doigts picoter, comme si le bois l'appelait déjà. Le lendemain, il chercha le morceau parfait. Pas un simple tronc, non. Il marcha des heures dans la forêt, jusqu'à ce qu'il trouve un arbre immense, au tronc clair, dont la sève sentait le miel et le sel. Quand il posa la main sur l'écorce, il sentit une pulsation, une chaleur lente, comme un battement. « Toi, murmura-t-il, tu parleras. » Il coupa une planche, la porta sur son dos et retourna à son atelier. La nuit suivante, il commença à sculpter. La première entaille fit pleurer le bois. Pas une simple goutte de sève, non. Une larme dorée glissa sur la surface avant de tomber au sol. Kojo fronça les sourcils, mais continua. Le bois semblait lui résister. Mais chaque coup de lame libérait un visage flou, tantôt celui d'un vieillard, tantôt celui d'un enfant. Il crut d'abord rêver, mais à mesure qu'il avançait, les traits changeaient sous ses doigts. Le bois respirait. Il le sentait vibrer. Les jours passèrent, indistincts. Il ne dormait plus. Il mangeait à peine. Les villageois disaient « Kojo travaille encore pour les rois », mais les plus anciens murmuraient qu'il travaillait pour quelqu'un d'autre. Le bois ne voulait pas devenir ce qu'il devait être. Chaque fois qu'il croyait tenir un visage, celui-ci fondait, se mêlant à un autre. Et chaque nuit, il rêvait. Des visages inconnus l'appelaient par son nom. Certains pleuraient, d'autres riaient, d'autres encore chuchotaient. « Ne continue pas. » Un soir, épuisé, il s'endormit sur sa table de travail. Quand il ouvrit les yeux, il n'était plus dans son atelier. Il se tenait dans une vaste plaine, sous un ciel sans lune. Devant lui, des centaines de masques flottèrent dans les airs, alignés comme une armée silencieuse. Tous avaient un visage, sauf un. Le dernier, suspendu au centre, était lisse, blanc, sans yeux, sans bouche. Il entendit une voix féminine, douce comme du miel. « Pourquoi veux-tu me sculpter ?»« Kojo balbutia. »
Je ne sais pas. Parce que tu veux voir, répondit la voix. Mais ce que tu verras, tu ne pourras plus jamais l'oublier. Il voulut parler, mais le sol se déroba. Quand il se réveilla, il tenait son couteau. Le masque devant lui était terminé. Il était magnifique et terrifiant. Sa surface semblait vivante. On aurait dit qu'un souffle passait dessous. Les contours vibraient d'une lumière presque liquide. Kojo le contempla des heures. Le bois, désormais, ne ressemblait plus à rien de terrestre. Et au fond, il crut voir une ombre bouger. Une respiration. Il posa la main sur le masque. Froid, puis brûlant. Il entendit un murmure. « Essaye-moi ». Il recula brusquement. Mais la voix revint, plus insistante. « Essaye-moi, et je te montrerai le vrai visage de ceux que tu crois connaître. » Pendant 3 jours, il résista. Il garda le masque sous un tissu, priant les esprits du bois et du fer pour qu'ils l'aident à contenir la chose. Mais plus il essayait de l'ignorer, plus il sentait le masque l'appeler. Les enfants du marché disaient « Kojo parle tout seul ». Sa voisine jurait qu'elle l'avait entendu rire au milieu de la nuit. Le 4e jour, à la tombée du soleil, il céda. Il verrouilla sa porte, éteignit sa lampe et alluma une seule bougie. Le masque l'attendait sur la table, immobile. Kojo le prit dans ses mains. Le bois était tiède, presque humain. Il le souleva lentement, approcha son visage, et au moment où le bois toucha sa peau, le monde bascula. La flamme de la bougie s'allongea, vibra, puis se divisa en 2. Le souffle de la pièce s'éteignit. Plus d'air, plus de bruit. Kojo voulut retirer le masque, mais il était déjà trop tard. La matière s'était collée à sa peau comme de la cire fondue. Un froid intense lui parcourut la nuque, puis il sentit un autre souffle, le sien, qui se dédoublait. Devant lui, le miroir d'eau qu'il utilisait pour polir ses masques reflétait un autre homme. Pas lui. Un visage qu'il ne connaissait pas, aux yeux profonds, presque tristes, le fixait depuis la surface. Et derrière ce visage, d'autres. Des dizaines, des centaines, mouvants, entremêlés, comme si l'eau elle-même contenait une foule de souvenirs. Il entendit alors des chuchotements, des voix superposées. « Nous sommes ceux que tu as sculptés. Tu as pris nos formes. Tu as volé nos souffles. Maintenant, c'est ton tour. » Alors, il comprit. Ce n'était pas un masque. C'était une porte. Les jours suivants, il ne sortit plus. On ne le vit pas au marché. Les enfants collaient leurs oreilles contre la porte et entendaient des bruits étranges. Des voix qui se disputaient, des pleurs, des rires qui n'étaient pas les siens. Une nuit, un vieil ami de Kojo, inquiet, força la porte. L'atelier était vide. Les murs étaient couverts de marques, des empreintes de doigts brûlées. Et sur la table, là où il travaillait, reposait le masque. Mais quelque chose avait changé. Sa surface n'était plus blanche et lisse. Elle était faite d'une mosaïque de visages, fondus ensemble comme des peaux tendues. Les lèvres de l'un tremblaient. Les yeux d'un autre suivaient le visiteur. L'homme recula d'horreur et courut prévenir les anciens. Le lendemain, le marché entier était réuni autour de l'atelier. Les prêtres vinrent, porteurs de talismans, d'encens et de prières. On tenta de brûler le masque, mais le feu s'éteignit dès qu'il le toucha. On tenta de le briser. La lame rebondit, éclatant en 1000 morceaux. Alors les anciens décidèrent de l'enfermer dans un coffre de fer qu'ils scellèrent au cœur du temple. Mais les nuits suivantes, on commença à voir des choses. Des ombres traversant les ruelles, des reflets dans les vitres, des visages fugitifs sur les calebasses, les miroirs, les flaques d'eau. Et parfois, quand quelqu'un mentait, on disait qu'il sentait une main glacée se poser sur son épaule. Personne ne comprenait. Jusqu'à ce qu'une vieille prêtresse aveugle parle. Elle dit « Le masque n'a pas disparu. Il cherche encore son sculpteur. » Les mois passèrent. Le royaume oublia presque Kojo. Mais certains soirs, quand le vent soufflait depuis la mer, on jurait entendre une voix chanter dans la langue ancienne des artisans. Un chant de travail, lent et régulier, le bruit d'une lame contre du bois. Et parfois, sur les marchés, un homme sans visage apparaissait brièvement entre 2 étals, immobile, observant les gens comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait perdu. Quand on tentait de s'approcher, il disparaissait. Seuls restaient, sur le sol, quelques copeaux de bois tiède, comme s'ils venaient juste d'être taillés. Des années plus tard, le royaume connut la guerre. Des rois tombèrent, des temples furent brûlés. Le coffre du masque disparut dans les flammes. On pensa qu'il avait été détruit. Mais après la reconstruction, un nouvel artisan arriva au marché. Un jeune homme au regard calme. Il disait venir d'un autre village, avoir appris la sculpture de son père, un certain Kojo. Ses mains travaillaient avec une précision effrayante. Ses masques semblaient respirer, et ceux qui les portaient disaient sentir. Au fond d'eux, une présence qui les observait. Une nuit, la fille du roi vint le voir. Elle voulait un masque pour son mariage, un symbole d'amour et de vérité. Le jeune homme accepta, mais quand il posa la première entaille sur le bois, la sève qui coula était dorée, et le vent, dehors, se leva soudain.
sifflant entre les murs comme un avertissement. Il ne s'arrêta pas. Le vent continuait de siffler comme une plainte. Il pénétrait dans chaque interstice de l'atelier, faisait trembler la flamme de la lampe, faisait frissonner le jeune homme sans qu'il puisse dire pourquoi. Le bois devant lui vibrait comme une peau vivante. Il posa sa main sur la surface et sentit battre quelque chose, lentement, profondément, à l'intérieur. Il murmura une prière, demanda aux esprits de le guider. Mais la prière resta suspendue, étouffée par le vent. Alors il reprit son couteau. Le bois céda, libérant un souffle tiède. Une odeur de terre mouillée se répandit, celle du souvenir. Il sentit la présence, lourde, ancienne, qui l'observait à travers le masque encore inachevé. Il sculpta toute la nuit. Dehors, la tempête se déchaînait, des éclairs fendirent le ciel. Les tambours des cérémonies lointaines se mêlaient au grondement du tonnerre. Dans le marché endormi, les chiens gémissaient, les calebasses vibraient sur leurs étagères. Quand la première lueur du matin toucha les murs, le masque était terminé. Le jeune homme recula, essoufflé. Sur la table, un visage qu'il ne reconnaissait pas le fixait. Ce n'était ni celui d'un roi, ni celui d'une femme. C'était un visage sans âge, sans émotion, une surface d'où émanait un regard qui semblait venir de très loin. Il entendit alors, tout bas, une voix qu'il n'avait jamais entendue, mais qu'il connaissait pourtant. Une voix calme, chaude, ancienne. « Tu m'as appelé, fils ?» Il sursauta. « Qui est là ?»« Le sculpteur que tu as oublié. »« Mon père ?» La voix répondit. « Tu portes mes mains, et maintenant tu portes ma dette. » Le jeune homme sentit le froid du métal dans ses doigts. Il laissa tomber le couteau, recula, mais le masque semblait bouger, respirer. La surface ondulait, comme si elle cherchait à prendre forme. Les yeux se creusèrent d'eux-mêmes. La bouche s'ouvrit lentement, aspirant l'air, aspirant le son. Et la voix de Kojo résonna à nouveau. Celui qui façonne les visages finit toujours par sculpter le sien. La flamme s'éteignit, l'atelier plongea dans l'obscurité, le vent se tut. On ne sut jamais ce qui se passa ensuite. Au matin, la fille du roi entra pour chercher son masque. Elle trouva la porte ouverte, l'atelier vide. Sur la table, le bois avait disparu. Seule restait une empreinte, la trace de 2 mains brûlées dans la poussière. Les anciens, alertés, se réunirent encore une fois. Le marché entier se remplit de murmures. Certains disaient avoir vu à l'aube un homme au visage de lumière traverser les ruelles. D'autres jurèrent qu'ils avaient aperçu 2 silhouettes confondues, père et fils, marchant dans la direction du fleuve. Les prêtres ordonnèrent de fermer les ateliers pour la journée et brûlèrent de l'encens jusqu'à la nuit tombée. Mais rien n'y fit. Le vent revint, chaque soir. Et dans sa rumeur, les enfants disaient entendre des voix. Des rires, parfois, des sanglots aussi. Et chaque fois qu'un mensonge se prononçait sur la place du marché, un frisson parcourait la foule. On disait que les visages des menteurs se déformaient un instant, que leurs yeux perdirent leur éclat, comme si quelqu'un les observait depuis derrière une paroi invisible. Les années passèrent. Les marchands changèrent, les rois moururent, les temples tombèrent en poussière. Mais l'histoire demeura. On racontait encore celle du sculpteur qui avait cherché à montrer la vérité et qui avait fini par s'y fondre. On disait aussi que, certains soirs de pleine lune, les miroirs du marché s'obscurcissaient tous en même temps. Dans ce noir, on distinguait un masque qui avançait lentement, sans bruit, d'un pas fluide, tournant sa tête vers quiconque se regardait trop longtemps. Personne ne savait ce qu'il cherchait encore, mais tous savaient qu'il écoutait. Et quand le vent soufflait entre les cases, que les lampes vacillaient et que les enfants se serraient contre leur mère, les anciens disaient doucement « C'est Kojo, il sculpte toujours !» Alors chacun se taisait, parce qu'on avait compris depuis le temps que certaines vérités ne doivent pas être montrées, que certains visages n'ont pas besoin d'être révélés, et que les masques, parfois, sont ce qui nous protège de ce que nous sommes vraiment. Morale de l'histoire, ce que nous façonnons finit, toujours par nous façonner à son tour. Le vent s'apaisa peu à peu, laissant derrière lui un silence presque sacré. Ce soir-là, la lune se leva tard sur Abomey. Sa lumière blanche glissait sur les toits comme un voile de cendre. Dans une ruelle étroite, à l'écart du marché, une vieille femme marchait lentement, appuyée sur un bâton. Elle murmurait pour elle-même des prières anciennes, celles que l'on dit quand on veut parler aux ombres sans qu'elles répondent. Quand elle passa devant l'ancien atelier de Kojo, elle sentit un souffle, léger, tiède comme un soupir. Le mur vibra doucement. Elle posa la main sur la porte scellée et dit « Kojo, tu n'as donc toujours pas trouvé ton repos ?» Un faible rire, à peine audible, résonna. Le repos, mère, n'existe pas quand on regarde trop longtemps la vérité. La vieille femme ferma les yeux. Elle comprit. Alors elle leva son bâton et traça un cercle dans la poussière, y posa un petit miroir rond et murmura « Si ton visage doit rester ici, que ta voix retourne à la terre. » Le vent se leva, un souffle sec, puis plus rien. Quand elle rouvrit les yeux, le miroir était fendu.
et sur la surface ternie se dessinait un dernier reflet. Le visage d'un homme souriant, serein, avant de s'effacer lentement. Le lendemain, le marché s'éveilla dans un calme inhabituel. Plus aucun écho de voix dans les allées, plus d'ombre dans les vitres. Les artisans travaillèrent en silence, conscients qu'un cycle venait de s'achever. Mais au fond de chaque atelier, dans le bois frais qu'on taillait, dans le son régulier des couteaux, une mémoire persistait, celle de l'homme qui avait voulu comprendre le vrai visage de l'âme. Et chaque fois qu'un jeune sculpteur hésitait avant de donner forme à un masque, il se souvenait de cette phrase, transmise comme un avertissement. Ne cherche pas le vrai visage, sculpte seulement ce que la lumière veut montrer. Ainsi s'acheva la légende de Kojo le sculpteur des âmes, l'homme qui, en voulant révéler la vérité, en devint le miroir. On raconte encore, dans les veillées, que quand un artisan travaille trop tard, le bois peut se mettre à respirer, et qu'alors il faut cesser de sculpter et éteindre la lampe. Car la vérité, disait Kojo, ne dort jamais.